Le 7-9-30 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU par la Russie. Beaucoup ont cru à un poisson d'avril lorsqu'il a été annoncé que la Russie prenait, le 1er avril, la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, l'instance suprême de la gouvernance mondiale. Il n'en était rien, l'information est tout ce qu'il y a de véridique. Les responsables ukrainiens ont manqué de mots pour exprimer leur choc. Une honte, une absurdité extrême, un coup symbolique porté à un ordre international fondé sur le droit. Cette présidence est pourtant tout ce qu'il y a de plus banal. La Russie n'a pas intrigué ou triché pour l'obtenir. Les règles du Conseil de sécurité, fixées en 1945, prévoient une rotation tous les mois entre les 15 membres du Conseil de sécurité. C'était le tour de la Russie, sans discussion possible. Évidemment, on comprend l'émoi de l'Ukraine, qui voit son agresseur présider pour un mois l'instance qui est censée œuvrer en faveur de la paix. Un pays dont le chef de l'État fait de surcroît l'objet d'un mandat d'arrêt de la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Et il n'y avait vraiment pas moyen de l'éviter. Il aurait fallu, pour que la Russie ne préside pas le Conseil de sécurité, qu'elle décide d'elle-même de s'abstenir, ce qui aurait été surprenant, ou qu'il y ait un vote du Conseil lui-même, mais là encore, problème, la Russie dispose du droit de veto et n'aurait jamais laissé passer une résolution. Deux remarques. La première est que l'impact de cette présidence est faible. Elle donne à la Russie une certaine influence sur l'agenda du Conseil de sécurité et il revient au président de synthétiser les débats lorsque les 15 ne parviennent pas à s'entendre sur une résolution. L'exercice risque d'être baroque, mais ça ne va pas plus loin. En revanche, Moscou en tire une certaine légitimité qui lui servira dans ses campagnes diplomatiques à venir. L'autre leçon, c'est que les Nations Unies ne sont plus l'instrument adapté à notre époque. Que voulez-vous dire là, Pierre ? Les règles de l'ONU ont été fixées au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour tirer les leçons d'impuissance de son ancêtre, la Société des Nations. L'ONU était dotée de plus de pouvoirs, mais les vainqueurs de la guerre, dont faisait partie l'Union soviétique, ont aussi tenu à protéger leurs intérêts. Le droit de veto, réservé aux 5 membres permanents, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, représentait une clause de sauvegarde pour les puissances de l'heure. Il s'est révélé un poison pendant la guerre froide, la première avec l'URSS, et de nouveau depuis une bonne décennie, depuis que les relations avec la Russie se sont dégradées. Aujourd'hui, l'ONU est politiquement paralysée, en état de mort cérébrale pour reprendre une expression consacrée. Seules ses agences spécialisées comme l'AIEA sur l'énergie atomique ou le PAM sur l'alimentation jouent un rôle en Ukraine. Alors, comme en 1945, il est temps de penser à l'organisation du monde post-guerre en Ukraine. Une organisation qui ne permettrait pas à un pays agresseur d'organiser les débats sur la paix. Ça n'est pas gagné, car il est probable que ni Moscou, ni Pékin, ni non plus Washington n'accepteront de déléguer des pouvoirs à une institution qui pourrait décider de leur imposer quoi que ce soit. Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Sophie Binet.